Alors, bonjour à tous. Julien Tricard est actuellement ATER à l'UFR de philosophie de Sorbonne Université. Ancien élève de l'ENS, agrégé de philosophie, il a soutenu en 2019 une thèse de doctorat dirigée par Anouk Barberousse et intitulée « Les quantités dans la nature, les conditions ontologiques de l'applicabilité des mathématiques ». Dans une argumentation de type précisément transcendantal, il soutient que l'efficacité de l'application des mathématiques en physique ne peut avoir pour condition que la nature effectivement quantitative des propriétés et des lois décrites par les physiciens. Je cite rapidement, « Les propriétés et les lois doivent être comme notre ontologie les décrit pour que les mathématiques soient légitimement et si efficacement applicables. » Fin de citation. Ce travail le conduit à construire une ontologie des propriétés, des lois de la nature et plus largement des quantités. Julien Tricard est également l'auteur de plusieurs articles, dont certains sont déjà parus. Je cite « L'énigme de Goodman face à l'indistinction du nomologique » ou encore « Les lois de la nature peuvent-elles changer ?» Et d'autres sont encore à paraître, comme « Le problème de l'induction et les lois de la nature »,« Qu'est-ce qu'une loi de la nature ? Chemin philosophique ». Dans « Les lois de la nature peuvent-elles changer ? Causalité et formulation du problème de l'induction » paru en 2020 dans la revue Philosophie, il propose de reformuler le problème de l'induction en faisant l'économie du concept de causalité qu'il estime dans ce cadre non seulement superflu mais encore, je cite, néfaste. Cette reformulation du problème de l'induction, qui répond entre autres à Après la finitude de Quentin Meillassoux, a pour conséquence de déplacer la question du terrain modal, les lois de la nature sont-elles contingentes, au terrain existentiel, existe-t-il ou non des lois de la nature. La question n'est donc plus de savoir si les lois de la nature pourraient changer au cours du temps, mais plus radicalement s'il existe ou non des lois de la nature, étant admis qu'une loi de la nature, par définition, ne change pas. Enfin, Julien Tricard est récemment intervenu au Collège de France dans le groupe d'études en métaphysique créé par Claudine Tirsolin sur la question des propriétés. C'est donc avec joie que je lui cède la parole pour un exposé intitulé « Mathématisation de la nature, abduction ou raisonnement transcendantal ». Et nous avions oublié le point d'interrogation dans le programme du séminaire. Voilà. Julien, nous t'écoutons avec plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation, Jean-Baptiste et Laura. Je me réjouis beaucoup de pouvoir partager avec vous un travail qui est en cours, même si, comme tu l'as dit, il est plus ou moins issu de ma thèse, mais la thèse est toujours un travail en cours. Et donc j'espère qu'il pourra bénéficier de vos remarques, voire de vos critiques. L'objet de cette intervention aujourd'hui, dans ce séminaire, est un fait qu'on appelle la mathématisation de la nature et que je vais préciser dans un instant. Et le but de cette intervention est de se demander que peut-on tirer de ce fait et par le biais de quel raisonnement on peut en tirer quelque chose de philosophiquement intéressant. Le présupposé qui est le mien est que ce fait, donc la mathématisation de la nature, est un fait établi, donc on ne va pas remettre en cause dans sa réalité, mais dont la possibilité pose problème. Donc qui est problématique dans la mesure où il n'est pas évident, pour nous, a priori, que la nature est mathématisable, dans le sens que je vais préciser maintenant. Donc mathématisation peut désigner beaucoup de choses différentes, et ici je vais restreindre le sens de ce terme à simplement l'application des nombres aux objets ou aux phénomènes, c'est-à-dire à la mesure. Donc, par mathématisation, j'entendrai tout simplement la construction de concepts quantitatifs en sciences, c'est-à-dire des grandeurs, en appliquant ou en construisant des échelles numériques par lesquelles on peut mesurer les phénomènes ou les états des objets. Donc le fait auquel je vais essayer de m'affronter ici, c'est le fait que les objets sont mesurables, que nous pouvons appliquer des nombres pour désigner certains états qu'ils ont. À partir de ce fait-là, la question que je veux examiner avec vous est celle du fondement de la possibilité de la mesure. Comment expliquer, comment comprendre que les objets sont mesurables et que donc, en ce sens-là, on peut mathématiser, quantifier la nature. Et je veux vous proposer de réfléchir au type de raisonnement qu'il est ou non légitime de mener pour comprendre et expliquer la mesurabilité des objets. Et donc l'alternative que nous allons considérer est la suivante. Ou bien nous devons proposer une explication de la mesurabilité qui rapporte l'application des concepts quantitatifs et qui l'explique par l'application d'autres concepts empiriques non quantitatifs,
Donc ça va être la voie empirique que je vais développer juste ensuite. Ou bien, d'un autre côté, nous devons, pour rendre compte de l'applicabilité des nombres en mesure, développer une analyse non empirique mais transcendantale. Et j'appelle ici analyse transcendantale ou inférence transcendantale dans un vocabulaire qui est un peu libre. Bon, je ne suis pas spécifiquement historien ni spécialiste en histoire d'un auteur qui ferait naturellement partie du corpus de votre séminaire. Mais j'appelle ça, analyse transcendantale, une méthode d'analyse qui est régressive, qui part d'un fait qu'on considère donné, établi, ici la mesurabilité des objets dans l'expérience, et qui vise à remonter à un principe non empirique, mais a priori qui le conditionne et le rend possible. Et ce type de raisonnement, ou dont il sera question assez longuement tout à l'heure, dirait plutôt ce type de preuve, conclut donc légitimement à la vérité d'une proposition transcendantale en vertu de la possibilité effective d'un fait qui est donné et qu'elle fonde, qu'elle rend possible. Mon but, donc, est de défendre que la deuxième branche de l'alternative est nécessaire, qu'il faut mener une analyse transcendantale pour rendre compte de la possibilité de la mesure. Alors, on peut se demander, et je finirai mon introduction sur ce point, on peut se demander pourquoi est-ce qu'une analyse transcendantale, après tout, ne serait pas possible. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas librement se lancer dans une analyse transcendantale à la manière de Kant? Qu'est-ce qui nous empêcherait de la tenter, au moins? Et répondre à cette question pour clore cette introduction va me permettre de préciser d'une part ce dont je ne parlerai pas, en particulier chez Kant, et d'autre part, vis-à-vis de quel autre traitement du problème de la mathématisation je vais défendre plutôt l'approche ou la perspective transcendantale. Alors, ce dont je ne parlerai pas, c'est la réponse spécifiquement kantienne au problème de la mathématisation ou de l'application des mathématiques en physique. Donc, premièrement, je n'aborderai pas la question de savoir si il y a ou non un authentique problème de l'applicabilité des mathématiques chez Kant, parce que ce n'est pas du tout évident que le problème de l'application se pose, indépendamment en tout cas de la question de savoir quelle philosophie des mathématiques on doit adopter ou non. Ce que je veux dire par là, c'est le fait que chez Kant, les mathématiques sont définies comme une connaissance a priori par construction de concepts. C'est la définition qu'il donne dès le début de la critique de la raison pure. Ce qui signifie que les mathématiques constituent par elles-mêmes leur propre droit et que leur fondement se trouve dans les formes a priori de la sensibilité. Donc les conditions formelles de notre rapport sensible aux objets, à savoir l'espace et le temps, sont en même temps les médias purs dans lesquels se construisent les objets mathématiques. Et donc le problème, s'il y a problème chez Kant de l'applicabilité des mathématiques, ce problème est en un sens résolu dès l'esthétique transcendantale, et non d'ailleurs sous la forme d'une inférence, ou d'une déduction, ou voilà, d'un raisonnement au sens très large du terme, mais d'une exposition transcendantale. Et deuxièmement, je ne parlerai pas non plus d'un autre point qui est rigoureusement passionnant chez Kant, à savoir le rapport qu'il y a à l'intérieur de la critique de la raison pure entre l'esthétique transcendantale et l'analytique des principes mathématiques, donc en particulier les axiomes de l'intuition, qui, pour le dire rapidement, imposent que les phénomènes ne peuvent être intuitionnés, sentis, que comme des déterminations de grandeur extensive. Pour cette question-là, je vous renvoie au livre que vous connaissez certainement déjà de Jules Villemin, Physique et métaphysique kantienne, dans la première partie, où cette question-là est précisément posée. Une raison pour laquelle j'ignore cette solution kantienne, ou je mets de côté cette solution kantienne au problème, tient évidemment au fait que, pour le dire grossièrement, il est plus ou moins admis, même si on peut en discuter longuement, que Kant, par cette exposition, déduction, en tout cas par cette solution, peut-être prouve trop. En particulier, il prouve que la forme spatiale de notre intuition sensible détermine la grandeur des objets de façon euclidienne.
et donc selon une géométrie qui est trop spécifique, qui est trop déterminée. Et bon, pour toute cette question-là, je renvoie à l'exposé de Jean-Baptiste au début de l'année, qui portait précisément sur ce sujet et la tentative d'élargir la question avec Helmholtz. Une autre raison pour laquelle je dois ignorer cette solution tient à la perspective, au problème que je pose ici, donc est plus importante, c'est que la solution kantienne, en un sens, détermine à l'avance la nécessité d'une analyse transcendantale, alors que mon point de départ est au contraire de dire qu'elle est problématique et qu'il faut la défendre, qu'il faut montrer sa légitimité. Ce qui veut dire que pour Kant, il s'agit de prouver que certaines propositions transcendantales, qui sont synthétiques et a priori, sont légitimes pour fonder la connaissance. Il appelle propositions transcendantales, en A720, B748, des propositions synthétiques a priori qui portent sur des choses en général, dont l'intuition ne peut nullement être donnée a priori. Et donc, c'est, vous le savez très bien, le problème de toute la critique de la raison pure, d'expliquer comment ces jugements synthétiques a priori sont possibles, étant entendu, et c'est ça qui m'intéresse, que ces jugements, précisément, sont en un sens connus d'avance. Enfin, on peut les énoncer à l'avance. C'est par exemple le principe de causalité, etc. Ou le principe le principe mathématique des axiomes de l'intuition, etc. Donc ces jugements sont connus en avance, et le but de Kant est de montrer que on peut les établir par une méthode qui est la méthode transcendantale, si je puis dire. Alors que le but qui est le mien ici, et le problème, ou le sens dans lequel je pose le problème, est inverse. Pour résoudre le problème de la possibilité de la mathématisation de la nature, je m'interroge sur la nécessité ou non de choisir la voie transcendantale plutôt que la voie empirique. Donc je ne fais pas comme si je savais dès le départ que la mathématisation de la nature ne pouvait être fondée que sur une proposition transcendantale. C'est au contraire ce que je vais essayer de défendre. Et donc j'espère que c'est de cette façon-là que mon intervention va s'inscrire dans le séminaire « Les limites du transcendantal », parce que la question finalement à laquelle je vais venir est celle de savoir selon quels critères ou pour quelles raisons il faut préférer une approche transcendantale à une approche spécifiquement empirique ou scientifique pour résoudre un problème. Alors dans ce qui suit, je vais procéder en 3 temps. Dans un premier temps, je vais présenter ce que peut donner aujourd'hui une réponse non transcendantale mais empirique ou empiriste au problème de l'application des mathématiques. Dans un deuxième temps, ensuite, je vais assez librement aller chercher 2 outils conceptuels chez Kant qui vont me servir ensuite pour, dans un troisième temps, défendre la légitimité et même surtout la nécessité d'une analyse transcendantale de la possibilité de la mesure. Alors, pour commencer ce second temps, je vais vous présenter une théorie contemporaine de la mesurabilité, dont ce qui m'intéresse est de dire que c'est une théorie qui se veut scientifique, qui se veut en tout cas au même niveau que les théories scientifiques au sens courant du terme, et donc c'est une théorie qui se veut fondée empiriquement. La question de savoir ce qui permet aux scientifiques de mesurer, c'est-à-dire, à nouveau, je le redéfinis, d'appliquer des nombres aux objets de l'expérience, cette question-là a été au cœur des réflexions des scientifiques eux-mêmes, tant mathématiciens ou mathématiciennes que physiciens, dès la fin du XIXe siècle. Et depuis cette époque-là, cette réflexion a produit ce qu'on peut appeler une théorie synthétique des fondements de la mesure, qu'on appelle la théorie représentationnelle de la mesure, qui est aujourd'hui reconnue et utilisée comme base pour les réflexions philosophiques. Donc, juste pour vous donner quelques repères historiques, ces réflexions commencent grosso modo avec Helmholtz, à nouveau, dans Zahlen und Maßen, compter et mesurer, et la période, disons, s'achève dans les années 1970 avec un gros manuel de mathématiques, en fait, ce sont des mathématiques, de Kranz et autrui, 1971, Foundations of Measurement, qui expose toute son extension la théorie représentationnelle de la mesure. Donc je vais d'abord vous présenter les grandes lignes très simplifiées de cette théorie, pour ensuite vous présenter une interprétation philosophique contemporaine qui fournit de manière empiriste
les fondements de la mesure en s'inspirant de cette théorie. Donc, d'après la théorie représentationnelle de la mesure, on peut expliquer la mesurabilité de la manière suivante. La mesure est l'application des nombres aux objets. Plus précisément, la mesure est la construction d'échelles numériques, par exemple l'échelle de mesure de la masse en kilogrammes, l'échelle de mesure des distances en mètres, qui sont, ces échelles numériques, sont des structures de nombres associées à une unité qui est conventionnellement fixée ou choisie, comme donc le kilogramme ou le mètre. La question directrice de cette approche représentationnelle est de se demander à quelles conditions on peut attribuer un nombre à un objet de façon objectivement signifiante. Pourquoi est-ce que ce n'est pas n'importe quoi, c'est pas purement arbitraire d'attribuer un nombre à un objet, mais à quelles conditions ça représente quelque chose d'objectif. Plus précisément, lorsqu'on situe un objet dans une échelle de mesure, en disant que cet objet pèse ou a une masse de 3 kg ou mesure à une longueur de 3 mètres, à quelles conditions les informations numériques qui sont portées par l'échelle, je vais vous donner un exemple juste après, à quelles conditions ces informations numériques ont une signification objective pour la chose mesurée ou l'objet mesuré. Par exemple, si je dis qu'un objet a une masse de 3 kg, le 3 en lui-même, j'y reviendrai à la fin de la présentation, le 3 en lui-même n'a pas de signification objective. Il n'y a pas quelque chose d'intrinsèquement 3 dans l'objet. Donc, à moins d'être pythagoricien, il n'y a pas de ternicité ou de tiercité, je ne sais pas comment le substantiver, il n'y a rien de 3 dans l'objet. Donc le nombre 3, en revanche, porte des informations qui sont relatives aux autres places dans la structure. Par exemple, 3 est 3 fois plus que 1. 3, c'est 2 plus 1 aussi. Deuxième information, 3, c'est la somme de 2 plus 1. Et donc un objet dont la masse est de 3 kg, un objet qu'on situe à cet endroit-là d'une échelle de mesure, peut être dit 3 fois plus massif qu'un objet de 1 kg, ou peut être dit la somme d'une partie qui fait 2 kg et d'une partie qui fait 1 kg. Ces informations qui dérivent de l'échelle numérique, qu'on lit sur l'échelle numérique, et qui concernent l'objet, à quelles conditions est-ce qu'on ne se trompe pas? À quelles conditions est-ce qu'on ne se fourvoie pas en lisant des informations qu'on prend pour objectives sur une échelle de mesure? La réponse que l'approche représentationnelle apporte à cette question, si vous voulez une référence très simple et très accessible, vous pouvez aller voir dans le manuel de Carnap, Fondation philosophique de la physique, qui date de 1966, si ma mémoire est bonne, au chapitre 6 à 9, où vous trouvez une présentation très très simplifiée de ça. Pour résumer, ce que dit l'approche représentationnelle, c'est qu'il y a 2 étapes essentielles dans la construction d'une échelle de mesure. La première étape correspond à la construction, par des opérations concrètes sur des objets empiriques, de relations entre les objets. Donc, par des opérations de mesure, on construit des relations purement qualitatives entre les objets. Je vais développer un tout petit peu. Et la seconde étape correspond à l'utilisation des mathématiques, des échelles de nombres, pour représenter numériquement, quantitativement, ces relations qui sont purement qualitatives et construites par des opérations. Et c'est donc uniquement dans cette deuxième étape qu'intervient la quantification. Alors, pour vous montrer très concrètement ce que ça désigne, dans la première étape, on ne fait donc aucun usage des nombres. Et pour construire une échelle, il faut d'abord, d'après les tenants de cette approche, définir 2 opérations fondamentales qui permettent d'établir des relations entre les objets empiriques. Premièrement, une opération qui suit une règle de comparaison, qui permet de définir une relation d'ordre entre les objets. Par exemple, pour les longueurs, il suffit cette règle pourrait dire qu'il faut mettre bout à bout, aligner les 2 bouts d'un objet et voir quel objet a l'autre bout qui dépasse de l'autre. La règle est mal dite, mais elle pourrait être dite avec plus d'économie, mais vous voyez en quoi cette opération qui suit cette règle permet de comparer les objets. Une deuxième opération, qui, elle, a pour but d'établir une relation de sommation, serait par exemple dans ce cas-là d'abouter les 2 objets
et par cette opération de créer une troisième longueur qui est la somme des deux précédentes. Et par cette opération-là, on construit des relations de sommation entre les objets. Un autre exemple pourrait être donné avec la masse et l'usage de balance à plateau par exemple, pour construire ces relations-là. Dans la deuxième étape, c'est dans cette deuxième étape que les nombres interviennent, on considère que certaines structures numériques, qui peuvent varier selon les objets qu'on cherche à représenter, mais certaines structures numériques, dans la mesure où elles sont elles-mêmes dotées de structures, dans la mesure où elles sont elles-mêmes structurées, dotées de relations, peuvent représenter la structure qu'on a construite empiriquement par certaines opérations. Et c'est cette seconde étape de construction d'une échelle numérique de mesure qui fait intervenir proprement la notion de représentation qui donne son nom à cette approche. Le plus important ici est de comprendre que ce rapport de représentation qu'on pose entre une échelle numérique et une structure empiriquement construite entre objets a deux sens complémentaires, dont le premier est assez vague et plutôt épistémologique, et le second, mathématique et très précis. En un premier sens, on peut dire qu'une échelle de mesure numérique représente des objets parce qu'elle en fournit en quelque sorte une image quantitative. Dans un langage numérique, dans un langage mathématique numérique, on traduit des relations qualitatives qu'on a construites sur des objets en suivant des opérations. Donc, ces représentations au sens de traduction quantitative de ce qu'on a fait empiriquement. Et le deuxième sens de représentation est beaucoup plus précis et vient de la mathématique. On dit que la structure numérique, donc l'échelle, par exemple, d'ailleurs je ne vais pas donner d'exemple, mais pour les longueurs, c'est le corps des nombres réels positifs, munis de l'addition. C'est une structure très complexe. Pour la masse, c'est pareil. Eh bien, on dit que cette structure numérique est une représentation de la structure qualitative construite dans les phénomènes, si et seulement si il existe de la première vers la seconde, pardon, plutôt de la seconde vers la première, donc de la structure qualitative vers l'échelle numérique, un rapport, une fonction que les mathématiciens appellent isomorphisme, et qui peut se comprendre assez simplement. Un isomorphisme, c'est une fonction par laquelle chaque élément d'un ensemble structuré, donc les objets mesurés ici, est associé à un élément de la structure représentante, un nombre, de telle sorte que les relations entre objets soient conservées dans la structure numérique. Et c'est à cette condition-là que les relations entre nombres qu'on lit sur une échelle numérique sont objectivement signifiantes, s'il y a un isomorphisme. Par exemple, si on peut définir les deux relations dont j'ai parlé, comparaison et sommation entre des objets massifs ou entre des objets longs, eh bien ça veut dire que les distances qu'il y a entre les nombres sur une échelle, par exemple le fait que entre 3 kg et 2 kg il y ait 1 kg, eh bien cette distance-là devient significative physiquement. Véritablement, entre les objets, ça veut dire quelque chose concernant les objets. Donc la leçon générale qu'il faut tirer de l'approche représentationnelle, c'est de dire que un domaine d'objets empiriques est mesurable, peut être objectivement représenté par des nombres, à condition que l'on puisse définir des relations qualitatives d'ordre et de concaténation, de sommation, sur le domaine d'objets. Alors ces résultats, qui sont purement formels en un sens, sont suffisants pour la pratique des scientifiques, pour fonder l'activité scientifique et pour fonder la mesure, du point de vue des scientifiques. La version que j'en ai donnée ici est standard et en même temps très simplifiée. Mais néanmoins, sur le plan philosophique, on peut dire qu'on n'a pas avancé beaucoup, peut-être même pas d'un pas, sur le chemin d'une compréhension de ce qui fonde véritablement la mesurabilité d'une propriété, comme la masse ou la distance. Et donc on n'a pas beaucoup avancé sur la compréhension de ce qui rend possible de définir des concepts quantitatifs. La théorie représentationnelle nous dit qu'une échelle numérique reflète, à certaines conditions qui sont formelles, la structure des relations qualitatives que des opérations peuvent imposer, construire aux objets empiriques. Donc en réalité, le problème de la
possibilité de définir des grandeurs est simplement déplacé. Il devient maintenant le problème de savoir ce qui permet de construire effectivement ces relations, ce qui permet de construire empiriquement ces relations. Plus précisément, on doit supposer que les règles que l'on suit quand on construit ces relations de comparaison ou de sommation sont valides et sont universellement valides. Je vous donne un exemple. La règle suivante, toutes les fois que l'on met bout à bout deux longueurs, on obtient une troisième qui est la somme des deux premières. Bon. Bien, cette règle-là que l'on suit dans les opérations concrètes, on présuppose qu'elle est universellement valide pour que l'intégralité de la structure relationnelle et empirique que l'on construit par ce biais-là puisse être représentée par les nombres, tout simplement. Donc la question qui se pose maintenant est celle de savoir si effectivement ces règles sont universellement valides et s'il est possible qu'en suivant rigoureusement ces règles de construction, on parvienne effectivement à construire une structure relationnelle, qualitative, qui peut être représentée par des nombres. Donc je ne vais pas développer ce problème-là précis, mais il est très proche, ou il a un air de famille en tout cas, avec un problème qu'on trouve chez Wittgenstein et Nelson Goodman, qui est le problème de savoir ce qui garantit qu'une règle qu'on suit est la bonne. Le problème de savoir si une règle qu'on croit être celle qui va nous permettre de construire une échelle de mesure, si on croit que cette règle est vraiment celle qu'on est en train de suivre. Donc je vous renvoie peut-être aux analyses de Kripke, qui a beaucoup réfléchi à ce problème chez Wittgenstein et Goodman. Je passe maintenant à l'interprétation philosophique qui a été donnée de cette approche représentationnelle, qui est une interprétation plutôt empiriste, et qui est proprement ce contre quoi je vais après diriger mes critiques. C'est une solution au problème que je viens de poser. Qu'est-ce qui garantit que nos règles de construction, de structure qualitative entre objets sont valides et pourront nous permettre toujours de construire des structures qui vont pouvoir être représentées par des nombres? Eh bien, la théorie abductive, la solution physique ou empirique et abductive que je vous expose maintenant a été développée dans les années 60 par Brian Ellis et consiste à dire que il est possible de construire de manière universelle ces structures empiriques tout simplement parce que il existe vraiment entre les objets de l'expérience les bonnes relations. C'est une solution toute simple qui consiste à postuler qu'il existe d'authentiques structures qualitatives empiriques entre les objets. Par exemple, que l'ensemble des objets massifs ou que l'ensemble des objets longs est effectivement structuré d'une manière qui permet de le représenter par des nombres, par des échelles numériques. Et donc, toutes les opérations, toutes les relations que l'on construit après coup par les opérations concrètes ne sont là que pour découvrir des relations qui sont déjà là, entre les objets. Le point qui m'intéresse dans cette solution empiriste, c'est que l'argument sur lequel elle s'appuie pour être défendue est un argument de type abductif, qui consiste à dire que puisque jusqu'ici, toutes nos procédures de mesure ont conduit au bon résultat, la meilleure façon d'expliquer ce succès empirique des procédures de mesure est de supposer que les objets empiriques sont véritablement structurés de la bonne manière. Par exemple, jusqu'ici, à chaque fois qu'on a additionné, par exemple sur le même plateau d'une balance, un objet de 2 kg et un objet de 1 kg, donc en suivant la règle que j'ai donnée tout à l'heure, ça a donné un objet de 3 kg, à chaque fois jusqu'ici. Donc ce succès empirique de nos procédures de mesure demande à être expliqué, sinon il serait improbable. Et la meilleure façon de l'expliquer, c'est de supposer, de poser l'hypothèse en tout cas, que les objets sont effectivement structurés d'une manière adéquate. Ce qui m'intéresse dans cette solution tient en 2 points. Donc, premièrement, vous l'avez entendu, elle passe par un mode d'inférence qui s'appelle l'inférence vers la meilleure explication, qu'on appelle aussi abduction en philosophie des sciences.
c'est une inférence dont la conclusion est justifiée en tant que c'est une hypothèse qui apporte la bonne ou la meilleure explication des phénomènes posés en prémisse. Et deuxième point, c'est une solution qui reste volontairement dans le périmètre des sciences empiriques. Ce qui explique le succès, la possibilité même de la mathématisation des propriétés, ce qui explique la mesurabilité des objets, c'est l'existence de ce que décrirait une théorie physique de la masse, par exemple, ou une théorie physique de la longueur en général. Bon. Ce que j'ai développé ici dans le cas uniquement de la mesure peut se dire, on trouve exactement les mêmes explications ou les mêmes perspectives sur toute forme de mathématisation de la réalité. Et là, je l'ai uniquement dit dans la mesure. À chaque fois, il s'agit d'inférer abductivement des hypothèses théoriques qui portent sur comment les objets sont structurés pour expliquer qu'on puisse leur appliquer des mathématiques. Alors, mon but dans la suite est de critiquer cette solution pour montrer pourquoi, néanmoins, on peut penser que ce n'est pas la bonne méthode et qu'il faut au contraire préférer une approche qui relève de la philosophie transcendantale. Et pour cela, je vais aller chercher d'une manière assez libre chez Kant 2 outils qui vont me servir à le montrer. Le premier outil est ce qu'on peut appeler un critère de légitimation de la recherche transcendantale ou un critère de légitimation d'une analyse transcendantale. Et le second outil est un motif philosophique qui est assez local chez Kant, mais qui est néanmoins assez récurrent, et qui m'intéresse beaucoup, c'est, vous le connaissez peut-être, l'argument qui porte sur les objets non congruents, les objets symétriques, mais chiro non congruents. Je vais développer ces 2 points successivement avant de les appliquer au cas de la mesure pour défendre ma thèse. Dans un passage très précis et qui m'a beaucoup intéressé de la discipline de la raison pure, plus précisément dans la 3e et 4e section, discipline de la raison pure relativement aux hypothèses et discipline de la raison pure relativement aux preuves, Kant pose à peu de choses près la question suivante. Lorsque nous faisons face à un fait donné que nous voulons expliquer, avons-nous le droit de recourir à ce qu'il appelle des hypothèses transcendantales, je vais le définir ensuite, ou bien faut-il s'en tenir à des principes d'explication empirique, c'est-à-dire des lois scientifiques ou des principes théoriques qui sont formulés au sein des sciences et qui relient des concepts empiriques. C'est ça le critère de démarcation. Et c'est en réalité très exactement la question qui nous intéresse ici. Quel est le critère de discipline auquel il faudrait s'astreindre pour ne pas verser trop vite dans le transcendantal et en fonction duquel il faudrait au contraire rester cantonné dans le périmètre de la science empirique. Alors évidemment, l'objectif principal de Kant dans la discipline de la raison pure n'est pas d'examiner cette question-là, elle apparaît très, très localement, mais de nier, vous le savez, la légitimité que la raison pourrait prétendre avoir à faire des inférences qui dépassent l'expérience. Donc le but de Kant est de discipliner la raison et de lui interdire de faire des propositions théologiques, psychologiques ou cosmologiques pour expliquer certains faits empiriques. Donc Kant, en ce sens-là, bannit ce qu'il appelle des hypothèses transcendantales et qui sont en fait, la plupart du temps, quand il emploie cette expression, hypothèses transcendantales, qui sont des hypothèses rationnelles, qui sont issues d'idées de la raison pure. Je cite Kant en Pléiade, page 647. Pour expliquer des phénomènes donnés, on ne peut employer d'autres choses et d'autres principes d'explication que ceux qui ont été mis en liaison avec les choses et les fondements donnés, suivant les lois déjà connues des phénomènes. Donc, science empirique. Une hypothèse transcendantale dans laquelle une simple idée de la raison servirait à expliquer les choses de la nature ne serait par conséquent nullement une explication, car ce que l'on ne comprend pas suffisamment par des principes empiriques connus, on chercherait à l'expliquer par quelque chose dont on ne comprend rien du tout. Kant donne l'exemple suivant. Si l'on veut expliquer qu'il y ait de l'ordre et de la finalité dans la nature, on ne peut chercher légitimement à l'expliquer que par des lois physiques, ou par des causes physiques ou biologiques, et non par des hypothèses
dit-il, hyperphysiques, comme l'existence d'un dieu horloger ou d'un dieu artisan qui aurait cherché à créer cela. Dernière citation, toujours même page 647, « On ne peut absolument pas consentir à la raison, dans son usage spéculatif, un recours aux hypothèses transcendantales, ni lui accorder la liberté pour suppléer au manque de principes physiques d'explication, d'en employer d'hyperphysique, en partie parce que la raison, loin d'être avancée par là, interrompt bien plutôt le développement de son usage, et en partie parce que cette licence finirait par lui faire perdre tous les fruits de son travail, du travail de son propre sol, c'est-à-dire l'expérience. » Donc, il faut vraiment entendre la mise en garde ici de Kant, qui consiste à dire que le sol sur lequel la raison doit travailler est l'expérience. Donc, quitter trop rapidement la recherche d'explications empiriques, même pour la mesurabilité des objets, pour aller chercher des propositions synthétiques a priori, est dangereux. Et donc, il faut être très conscient de ce risque de glissement que Kant nous signale ici. Mais vous le savez aussi, Kant admet pourtant que certaines inférences vers des hypothèses transcendantales sont possibles et légitimes, puisqu'il lui faut bien prouver que certaines propositions transcendantales, à savoir les principes, sont valides. Un jugement synthétique a priori, comme tout ce qui arrive à sa cause, tout ce qui arrive est causé par quelque chose, est bien une proposition transcendantale qui, cette fois, peut être légitimement prouvée. Kant dit donc, c'est ce qui rend légitime cette preuve, je le dis rapidement, c'est le fait que ces principes portent sur des synthèses d'intuition possibles et qu'on peut les prouver non pas de manière directe, non pas en sortant directement des concepts a priori, mais en prenant le détour ou en passant par le biais de la possibilité de l'expérience. Bon, ça vous le savez certainement aussi, c'est par ce biais-là que Kant dit qu'il est possible de raisonner transcendantalement, de mener une analyse transcendantale. C'est en disant que ces principes-là sont nécessairement vrais pour que l'expérience possible soit possible. Pour que l'expérience, soit possible. Ce qui m'intéresse en réalité dans ces analyses kantiennes, c'est la réflexion qu'il propose à propos de ce qu'il appelle ailleurs les syllogismes hypothétiques. Kant appelle dans la logique les syllogismes hypothétiques un syllogisme dont la prémisse principale est un conditionnel, si P alors Q, P implique Q. La deuxième prémisse est la position de la condition, par exemple, or P, et la conclusion implique le conséquent, donc Q. Donc si P alors Q, or P, donc Q. Et cette figure-là d'un raisonnement hypothétique ou d'un syllogisme hypothétique est appelée modus ponens. L'autre figure qui est logiquement admise, c'est si P alors Q, or non Q, négation du conséquent, donc non P, négation de la condition, de l'antécédent. Et cette seconde figure s'appelle le modus tollens. Et dans la suite, Kant explique que peut-être une preuve hypothétique ou un raisonnement hypothétique peut permettre de prouver des propositions transcendantales. Le critère que propose Kant pour distinguer entre faut-il faire une recherche empirique et prouver empiriquement certains fondements ou certaines propositions, ou bien basculer vers une analyse transcendantale, et si je l'ai bien compris, le critère suivant. Premièrement, je vous l'ai dit, nous avons le droit de recourir à des hypothèses transcendantales pour expliquer la possibilité d'un objet, à condition que l'on puisse rapporter la possibilité de cet objet à un troisième terme, à un biais indirect, à savoir la possibilité de l'expérience. Je cite Kant A771, B799. En un mot, il n'est possible à notre raison que de se servir des conditions de l'expérience possible comme de conditions de la possibilité des choses. Et deuxièmement, et c'est ça qui m'intéresse le plus, et cela se trouve dans la section suivante, à savoir la discipline de la raison pure quant à ses preuves,
c'est un passage où Kant revient à la différence entre un raisonnement hypothétique scientifique ou empirique et un raisonnement proprement transcendantal. Et c'est là que nous allons trouver le principe de la différence entre abduction empirique ou scientifique et raisonnement transcendantal. Alors, je précise évidemment, c'est une précaution, que le terme abduction n'existe pas chez Kant. Certainement, je ne suis pas historien nouveau, mais je pense qu'il est apparu au XIXe siècle avec Peirce, Charles Sanders Peirce. Donc évidemment, on ne peut pas trouver le mot abduction ou inférence à la meilleure explication chez Kant. Mais je vais essayer de vous montrer qu'on y trouve au moins l'idée, notamment à propos des raisonnements hypothétiques en sciences. La question que pose Kant dans ce passage précis est celle de savoir comment l'on peut parvenir à prouver une hypothèse qui fournirait un fondement explicatif pour un phénomène donné. Ce raisonnement ne peut procéder, comme je vous l'ai dit juste avant, que par ou bien modus ponens ou bien modus tollens. La preuve par le modus ponens, la preuve de l'hypothèse par le modus ponens est rarement valide, dit Kant. Peut-être que je vais vous l'écrire ici rapidement. Je vous rappelle ce que c'est que le modus ponens, parce qu'après je vais, avec Kant, complexifier la chose. Ça, c'est un modus ponens. P implique Q, or P, donc Q. Or, dans ce passage précis de Kant, ce qu'on cherche à prouver, c'est l'hypothèse P, qui est le principe qui fonde la possibilité du fait donné et constaté Q. Donc, on ne peut pas, donc ça c'est une forme valide, mais par un simple modus ponens qui dirait P implique Q. Or, on observe Q. C'est un fait établi qu'on peut constater. On ne peut pas en conclure P. Ça, Kant le dit très bien dans la logique, notamment. C'est une figure du raisonnement hypothétique qui n'est absolument pas valide. Tout simplement, dit Kant, je cite la logique Chevrin, tradition Guillermite, page 57, d'un principe faux, on peut conclure des conséquences vraies. D'un principe faux, on peut conclure des conséquences vraies. Donc c'est pas parce que la conséquence Q est vraie que nécessairement le principe P sera vrai. Il peut être faux. Il peut se faire que Q sans que P soit forcément le cas. Donc, de manière générale, on ne peut pas par modus ponens prouver la vérité de l'hypothèse P, ici. Sauf, dit Kant, dans un seul cas, à une seule condition, qui est que toutes les conséquences du principe P soient exhaustivement énumérées et toutes vérifiées. Et alors, dans ce cas, dit Kant, le principe peut être considéré prouvé. Donc ça veut dire que si ce principe P a de multiples conséquences Q et R et S et T, etc., et que toutes ces conséquences sont vérifiées empiriquement ou de fait, disons, on les vérifie toutes, alors on peut tenir le principe P pour prouver, même si ça relève encore du modus ponens. Alors c'est très surprenant logiquement, c'est ce que Kant dit ici, et donc on peut l'accorder si l'intégralité de ce qu'implique une hypothèse, par exemple une hypothèse scientifique, si l'intégralité de ce qu'implique une hypothèse empiriquement est vérifiée, ça veut dire que rien ne pourra la réfuter, en un sens. Donc tous les scientifiques popériens se casseront les dents à essayer de réfuter cette hypothèse, puisque rien ne peut la réfuter. Elle est entièrement validée par l'expérience. Donc c'est peut-être en ce sens-là qu'on peut tenir le principe P pour prouver. Et c'est ici, en tout cas, quand Kant parle dans ce passage-là de la discipline de la raison pure relativement aux preuves, c'est ici qu'apparaît en réalité le raisonnement abductif. Kant dit explicitement que, en réalité, on ne peut pas vérifier l'intégralité des hypothèses. C'est pas possible, empiriquement, des hypothèses, des conséquences. On ne peut pas vérifier l'intégralité des conséquences. Un grand nombre de conséquences appartiennent au futur ou au passé, par exemple, donc ne sont pas observables. Donc on ne peut pas les vérifier. Mais, dit Kant, en science, on peut par analogie, dit-il, en fait aussi par induction, supposer que si un nombre suffisant des conséquences du principe P ont été vérifiées, alors on a raison de supposer que toutes le seront, et que donc, par induction, le principe P est confirmé.
Donc on voit bien qu'ici interviennent les probabilités, et c'est très très proche de ce que Peirce après appelle l'induction. C'est même assez exactement ce que Peirce appelle l'induction. L'abduction, pardon. L'abduction. Donc en science, je finis cette partie, en science, le raisonnement abductif a la forme suivante. C'est un modus ponens, tel que Kant l'appelle donc, qui consiste à dire que si un nombre suffisant de conséquences est vérifié, on peut tenir le principe pour, entre guillemets, confirmer ou suffisamment prouver. Est-ce que le raisonnement transcendantal suit un modus ponens? C'est l'autre question qu'on peut se demander. En tout cas, dans le raisonnement transcendantal, il s'agit, disons, je le dis rapidement, il s'agit de dire que... alors est-ce que c'est un modus ponens ou un modus tollens? Laura, tu me diras. Le principe P fonde la possibilité de quelque chose, Q. Non, attendez, c'est pas ça. Si, voilà, ça c'est vraiment sous sa forme apagogique ou même modus tollens. Si le principe P était faux, alors l'expérience ne serait pas possible. Or, l'expérience est possible, donc le principe P est démontré. Alors, on peut discuter, parce qu'évidemment c'est de la reconstruction ici. Et c'est très difficile de savoir si on peut reconstruire comme ça le raisonnement transcendantal, si c'est un modus ponens ou un modus tollens. Aucune idée. Kant dit par ailleurs qu'il ne faut faire que des raisonnements ostensifs directs en métaphysique, en philosophie transcendantale, alors que ça n'est pas un raisonnement ostensif. Donc bon, je préfère pas me rentrer dans ces discussions passionnantes et dans lesquelles je ne suis pas compétent. Le critère qui m'intéresse ici, c'est de dire que, au fond, le raisonnement abductif en science et le raisonnement transcendantal peuvent, modulo une certaine reconstruction, partager la même forme en tant que raisonnement, modus ponens ou modus tollens, mais en tout cas, il s'agit de remonter à une hypothèse par la vérification de sa conséquence. Mais ce qui décide de la différence entre les deux, c'est plutôt le statut de ce qui est en prémisse. C'est le statut de ce qui est en prémisse. Dans l'abduction des sciences empiriques, on ne peut légitimement remonter d'un fait à la loi ou au principe qui permet de l'expliquer et de le fonder qu'à la condition, on ne peut faire d'abduction, qu'à la condition de supposer donner la possibilité de ce fait en général. Donc qu'à la condition de supposer implicitement, en tout cas, une généralisation inductive déjà faite. Je vais le montrer précisément dans le cas de la mesure et de la théorie empirique que j'ai présentée juste avant. Alors que dans le raisonnement transcendantal, tel qu'il m'intéresse en tout cas, on doit être en mesure d'analyser directement, sans présupposition inductive préalable, sans généralisation implicite, la pure possibilité d'un fait. Par exemple, dans l'analytique des principes, Kant prouve le principe de causalité, pour dire les choses rapidement, et la manière dont il le prouve est de montrer, étonnamment à partir d'un exemple, l'exemple du bateau qui coule sur le fleuve, et qui donc est associé à une succession de représentations dans le temps, et Kant montre que un caractère phénoménal de cette succession de représentations ne serait pas possible si le principe de causalité n'était pas valable. L'analyse se fait sur un cas particulier, mais ce cas particulier, donc le bateau qui coule sur un fleuve, enveloppe dans sa particularité même la possibilité, même en général, d'une expérience dans le temps, en fait. Donc, le critère qu'après je vais utiliser pour l'appliquer au cas de la mesure est le suivant. Si la possibilité d'un fait est enveloppée dans chaque fait particulier qui relève de ce type-là, c'est qu'il faut mener une analyse transcendantale. Si au contraire, la possibilité qu'il faudrait chercher à expliquer, ou qui nous étonnerait, qu'il faudrait fonder, ne peut être expliquée que si on suppose d'abord que ça marche dans tous les cas, et donc on suppose une généralisation inductive, alors on doit faire un raisonnement abductif scientifique. Je le montrerai dans le cas de la mesure. Bon, le deuxième outil kantien que je vais aller chercher est beaucoup plus court, je vous rassure,
Il s'agit du paradoxe des objets chiro, non congruents, qu'on trouve à plein d'endroits chez Kant de manière très récurrente dans un opuscule précritique du premier fondement de la différence des régions de l'espace, dans l'espace. On le trouve aussi dans les prolégomènes, on le trouve dans Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée. La liste n'est peut-être même pas exhaustive. Le paradoxe est le suivant. Considérez deux objets, comme votre main droite et votre main gauche. Ces deux objets sont susceptibles d'être décrits de la même manière, sont susceptibles de la même et unique description à l'aide des mêmes prédicats et des mêmes relations. C'est-à-dire que exactement le même ensemble de prédicats et de relations sont vrais des deux objets. Kant précise pour ce qui concerne donc la forme de ses mains, la taille de ses mains, etc. Donc, du point de vue conceptuel, rien ne distingue les deux objets. Pourtant, les deux objets sont distincts. Ils sont sentis et expérimentés comme étant distincts. Il existe, dit Kant, il n'existe aucun moyen géométrique, par exemple translation ou rotation sur le plan, de faire superposer, de faire coïncider ces deux objets, alors même que conceptuellement ils sont rigoureusement identiques. Donc c'est ça que Kant appelle le paradoxe des objets non congruents. Ce que cela implique, selon Kant, c'est qu'il y a entre des objets donc chiro, C-H-I-R-A-U-X, il y a entre ces objets chiro une différence qui est bien réelle, qui est attestée empiriquement, mais qui n'est pas conceptuelle. C'est une différence non conceptuelle et qui donc est irréductible à l'ordre entre les parties de ces objets. Donc c'est pour Kant une différence qui est purement mathématique, qu'on peut appeler par exemple l'opposition de l'orientation de ces objets dans un espace, ici dans un plan. C'est l'opposition entre la droite et la gauche qui, pour Kant, est une opposition entre des déterminations réelles mais purement mathématiques et non conceptuelles. Et pour Kant, cet argument, il l'utilise en tout cas de manière récurrente comme à différentes fins, mais en tout cas, à chaque fois, ça peut être tantôt pour prouver la réalité d'un espace absolu, newtonien, dans l'opuscule précritique, ça peut être pour montrer l'existence d'une idéalité transcendantale de l'espace, dans les prolégomènes par exemple, mais à chaque fois, il s'agit de montrer qu'il y a fondamentalement du mathématique, plus fondamentalement même que ce qui relève du conceptuel, et donc ce qui peut relever de l'entendement scientifique. Et c'est cet outil-là dont je vais me servir ensuite aussi dans le cas de la mesure. Vous verrez que cet argument fondé sur les symétries a beaucoup d'échos contemporains dans la métaphysique analytique contemporaine. Je ne pourrais pas vous les faire mesurer tous, mais il est très très présent et pourtant le nom de Kant est très peu cité, alors que c'est quand même très frappant de voir qu'il défend exactement la même chose. Enfin, il ne défend pas la même chose, mais il se base sur les mêmes outils argumentatifs. Si je reviens maintenant au fondement de la mesure, je vais essayer rapidement de défendre la légitimité d'une analyse transcendantale à partir de ces deux outils-là, dans le cas de la mesure, sans du tout donner de précision, parce que j'en ai moi-même aucune idée, sur ce à quoi ça peut aboutir. C'est juste de défendre la légitimité d'une analyse transcendantale sur le sujet de la mesure. Je commence par utiliser le second outil, donc le paradoxe de la symétrie, le paradoxe des objets non congruents, pour montrer que les déterminations métriques des objets, donc les mesures qu'on attribue aux objets, 3 kg, 3 mètres, etc., qui sont quantitatives, sont fondamentales et ne peuvent pas être réduites à des relations qualitatives empiriques, de la manière dont je l'ai décrite tout à l'heure. Comme je l'ai montré tout à l'heure, la solution physique abductive au fondement de la mesure consiste à expliquer qu'il est possible d'attribuer des nombres en faisant l'hypothèse, grâce à l'hypothèse, qu'il existe des structures empiriques qui sont relationnelles. Elles sont relationnelles et qualitatives entre les objets mesurés. Et ces structures sont telles, rappelez-vous, qu'elles peuvent être représentées mathématiquement par une échelle numérique, par des échelles numériques. Donc d'après cette solution que je vous ai exposée tout à l'heure, le quantitatif est expliqué par des concepts empiriques relationnels
Donc une théorie scientifique nous dirait qu'ils sont là entre les objets, qu'ils s'appliquent à certains objets empiriques. Or, on peut adapter l'argument kantien de la symétrie des objets de la droite et de la gauche pour critiquer cela. Chez Kant, la symétrie chirale entre l'orientation à gauche et l'orientation à droite est une transformation entre la droite et la gauche, entre ma main droite et ma main gauche. C'est une transformation qui donc engendre une différence sensible entre ma gauche et ma droite, transformation qui pourtant préserve toutes les relations. Ma main droite et ma main gauche, d'un point de vue relationnel, conceptuel, sont rigoureusement les mêmes. Eh bien, dans le cas de la mesure, on peut très facilement mettre en avant aussi une transformation qui aussi est symétrique, à savoir qu'elle engendre des différences alors qu'elle préserve toutes les relations. C'est ça qu'on peut appeler une transformation symétrique. Elle conserve les relations tout en engendrant une différence. Dans le cas d'une échelle de mesure, c'est tout simplement la multiplication par une constante. Imaginez un univers qui contient 3 objets, un de 1 kg, un deuxième de 2 kg et un troisième de 3 kg, pour faire simple. Le premier objet sert d'étalon de mesure, on lui a attribué la valeur 1, qu'il fait 1 kg. Le second, opérationnellement, on a vu qu'il était 2 fois, on a établi la relation qui le vaut 2 fois le premier, donc on lui attribue le nombre 2, pareil pour le nombre 3 au troisième. Maintenant, imaginez que pendant la nuit, en tout cas pendant un moment où tous les laboratoires de la planète sont fermés, personne ne peut observer ce changement, que l'ensemble de ces corps massifs, donc les 3, voient leur masse doubler dans la nuit. C'est une transformation des masses des objets. Soudainement, leur masse double. C'est une transformation réelle qui fait que dans l'ancienne échelle de mesure, le premier maintenant mesure 2 kg, le deuxième 4 kg et le troisième 6 kg. Pourtant, puisque toutes les masses des objets ont doublé uniformément, toutes les relations sont conservées. Le deuxième est toujours 2 fois plus massif que le premier, le troisième 3 fois plus massif que le premier, etc. Si vous additionnez le premier et le deuxième, vous obtenez toujours la masse du troisième. Donc toutes les relations sont conservées. Si la théorie abductive relationnelle que j'ai présentée tout à l'heure était vraie, et que donc les quantités ne sont rien d'autre que des structures de relations, alors il ne devrait pas y avoir de différence entre ces deux situations, entre la veille et aujourd'hui où toutes les masses ont doublé. Et donc on pourrait continuer à dire que le premier a une masse de 1 kg, le deuxième a une masse de 2 kg, etc. Donc ce seraient deux situations indiscernables, indistinguables, indiscernables pour reprendre le terme classique, alors même que on conçoit une transformation, donc simplement le fait de doubler, qui différencie les deux situations. Comment peut-on établir que ce sont bel et bien deux situations différentes? Après tout, on pourrait dire l'entendement a raison, et ce sont deux mêmes situations, c'est la même situation. Kant dirait par exemple qu'on pourrait avec le bras sous-peser l'objet qui la veille pesait 1 kg, et maintenant quand même on sent une différence. Peut-être que Kant, en utilisant je sais pas, une grandeur intensive, je ne sais pas ce qu'il pourrait dire, mais il pourrait dire qu'on sent et on expérimente avec notre corps la différence entre aujourd'hui et la veille. Une autre façon d'attester la différence entre les deux situations est de dire que cette différence qui est purement métrique entre les deux situations, qui est donc purement mathématique, produit pourtant des effets physiques, et donc est détectable empiriquement. En particulier, cette différence produit des effets dynamiques, parce qu'un objet ou un groupe d'objets qui pèsent 2 fois plus, enfin qui ont une masse 2 fois inférieure, vont produire des effets d'attraction gravitationnelle qui vont être différents. Donc on peut détecter empiriquement, par des effets dynamiques, une différence purement mathématique, une différence purement métrique. Exactement comme Kant dit qu'on expérimente une différence d'orientation purement mathématique entre la droite et la gauche, alors même qu'il n'y a pas de différence conceptuelle entre les deux. Donc en transposant l'argument kantien, on peut montrer de cette manière-là qu'il existe des situations métriquement différentes qui sont pourtant indiscernables sur le plan conceptuel des relations empiriques qu'on peut construire dans une mesure. Il faudrait donc, si on suivait le genre de conclusion kantienne en tout cas,
attribuer à cet espace des déterminations métriques, qu'on représente par 1 kg, 2 kg, 3 kg, etc., attribuer à l'espace des déterminations métriques un caractère fondamental et plus fondamental que les relations que l'on construit, qui sont qualitatives et que l'on construit empiriquement entre les objets. Autrement dit, il faudrait en quelque sorte reconnaître que quelque chose d'idéal est constitutif de notre expérience des objets dans la mesure. Pour finir, second argument, celui qui s'inspire du critère que j'ai cru dégager chez Kant, qui légitimerait une analyse transcendantale, et qui permettrait de dire que ça n'est pas une explication physique de la mesurabilité qu'il faut apporter, mais une explication transcendantale. Rappelez-vous, le critère que j'avais un peu rapidement dégagé tout à l'heure était de dire qu'il faut avoir recours à une analyse transcendantale, rechercher un principe transcendantal, si le phénomène dont on veut fonder la possibilité implique cette possibilité dans chaque cas particulier, et non au terme d'une généralisation inductive. Dans la solution physique abductive que j'ai présentée tout à l'heure, on se situait bien dans le cas de la deuxième branche de l'alternative. Par exemple, on y supposait que le fait que trois objets, 1 kg, 2 kg, 3 kg, le fait que ces trois objets soient dans une relation numérique telle que la somme des masses des deux premiers égale la masse du troisième, eh bien, ce fait-là, cette égalité de somme entre les deux groupes d'objets, est un phénomène qui est particulier, qui est contingent, et qui n'enveloppe en lui-même aucune portée générale. C'est un phénomène localisé, et c'est uniquement en accumulant des faits de cette nature qu'on constate empiriquement le succès de nos procédures de mesure, et qu'il devient légitime d'expliquer ce succès empirique cumulé en supposant l'existence de structures de relations, etc., par abduction, comme je l'ai expliqué. En réalité, on a une bonne raison au moins de croire que cette vision-là des choses est fausse, parce qu'elle ne correspond pas à la réalité du phénomène de la mesure, ou de ce qui se passe quand nous mesurons. Au contraire, quand nous mesurons, la moindre attribution particulière d'une mesure à un objet, comme 3 kg, suppose d'ores et déjà et d'emblée le fait que tous les autres objets du domaine, comme le domaine des corps massifs, que tous les autres objets du même domaine soient aussi mesurables. Et donc la possibilité de la moindre mesure particulière présuppose la mesurabilité de tout le domaine. Et c'est ça qui, à mon sens, justifie une analyse transcendantale. Parce qu'on peut montrer que la mesurabilité d'une grandeur en général est constitutive de la moindre mesure, de la mesure particulière. Il faut qu'on ait le droit en général de construire par exemple une grandeur quantitative comme la masse pour attribuer de manière un tant soit peu objective la mesure 3 kg à un objet. Et pour le montrer, à nouveau c'est assez simple en un sens, il suffit de mettre en avant le caractère purement conventionnel de l'étalon. Et en particulier le fait que même si l'étalon est conventionnel, la mesure qu'on attribue reste objective. Et c'est sur ce fait-là qu'on peut faire pivoter l'argument pour justifier l'analyse transcendantale. Je développe un tout petit peu. Lorsqu'on attribue une mesure, par exemple donc 3 kg à un objet massif, le nombre 3, je vous l'ai déjà dit, dans sa déterminité, ne signifie rien en lui-même, mais uniquement ce qu'il a de relatif aux autres places dans l'échelle. Et en particulier, il ne signifie que ce qu'il a de relatif à la place 1, qui correspond à l'étalon, qu'on a attribué à l'étalon. Or, le caractère conventionnel de l'étalon implique qu'en attribuant la mesure 3 kg à un objet, on comprend aussi, on enveloppe aussi la possibilité de lui attribuer n'importe quelle autre mesure, pour peu qu'on choisisse un étalon adéquat. Donc en disant cet objet pèse 3 kg, une masse de 3 kg, je veux dire que je pourrais dire aussi qu'il pèse 6 kg, pour peu que je trouve un objet
dont la masse est 2 fois inférieure à celle du premier étalon. Donc au lieu de 3, je dirais qu'il a une masse de 6 kg. Or, cette possibilité de changement d'étalonnage, et donc de rééchelonnage, on situe différemment l'objet sur l'échelle de mesure, n'entame pas l'objectivité d'une mesure. Ça, c'est impliqué à chaque fois qu'on attribue une mesure. Toute mesure est objectivement signifiante, modulo le changement d'étalon, ou en dépit de la possibilité de changer d'étalon. Et cela implique bel et bien que l'objectivité de chaque mesure particulière enveloppe la mesurabilité de tous les autres objets qu'on pourrait aussi prendre comme étalon. Et donc implique que l'intégralité du domaine d'objets soit mesurable. Pour le dire en conclusion, la possibilité de mesurer l'ensemble du domaine est constitutive de l'objectivité de chaque mesure particulière. Et ça, il me semble que c'est le signe à quoi on doit reconnaître la légitimité de mener une analyse transcendantale plutôt qu'une explication de type scientifique empirique de ce phénomène. En conclusion, et je suis désolé d'avoir dépassé l'heure, je voudrais simplement souligner le caractère largement encore inachevé de cette recherche. En particulier, comme je vous dis, je ne sais pas à quoi devrait ressembler précisément la formulation d'un tel principe transcendantal. Laura, tout à l'heure, a vendu un peu la mèche et j'ai peur d'hérisser trop de cheveux, mais j'ai l'impression que ça peut nous diriger en tout cas vers une ontologie et pas vers un idéalisme. Mais je sais que c'est un nom orgueilleux, l'ontologie, donc je ne peux pas trop le prononcer. Mais c'est toi qui l'as dit. Donc je ne sais pas à quoi ça peut mener, mais j'espère en tout cas que je vous ai convaincu de la pertinence d'employer, même encore aujourd'hui, pour mener des recherches contemporaines, d'employer la méthode transcendantale d'analyse quand il s'agit de réfléchir au fondement de la possibilité d'un fait comme la mathématisation.